vedette de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All is beautiful, le vieux c'est beau, et croyez à la personne qui a créé ce vieil adage de merde, il sait de quoi il parle. Salut les amis. Hello. Oui, on a encore 3. Bah D'ailleurs, oui, j'ai pas reprécisé dans l'épisode d'actu. Non, mais les gens savent maintenant qu'on enregistre tout coup sur coup, donc voilà. C'est ils bien sont vrai, habitués. c'est bien vrai. Par contre, il fait toujours aussi chaud. Ah ça, oui. Et du coup, vu la chaleur, moi je trouve qu'on a presque envie d'aller en vacances à Los Angeles. Allez. Non? Genre les palmiers, la plage, le soleil, les crimes. Non? I'm gonna bag Rick Masters. We got a chance to make him on a hand-to-hand buy. You can't come up with the front money. You're not for real. To Live and Die in LA, en français, Police fédérale Los Angeles. Immense film de William Friedkin qui ressort dans un magnifique coffret 4K chez Bubble Pop. Bubble Pop qui est une maison d'édition, je sais pas si on appelle ça comme ça, un éditeur de Blu-ray qui est assez récent et qui fait des très beau coffret. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder celui qu'il a fait sur Carol de Todd Haynes, il est très beau. Là, il revient avec ce grand film qui n'est pas le plus connu de son auteur, qui est important dans sa carrière néanmoins. Alexis, je me tourne vers toi pour te poser la question facile et évidente, parce qu'en plus, je crois que c'est la première fois qu'on fait un épisode patrimoine sur William Friedkin. Oui, c'est la première fois. Je crois que c'est la première fois. On n'en a jamais parlé avant. Ouais. Mais non. Ouais, Ce qui est étonnant parce fois. que c'est quand même un grand cinéaste, un cinéaste qu'on adore. Est-ce que tu peux nous dire premièrement qui c'est? Deuxièmement, où s'inscrit ce film-là dans sa carrière? Alors, je vais être assez bref sur Friedkin, la personne. Non, mais tu vas comprendre pourquoi, parce que Friedkin, c'est un auteur du Nouvel Hollywood, qui naît, comme beaucoup d'auteurs du Nouvel Hollywood, entre le milieu des années 30 et le milieu des années 40. Il naît en 1935, il est décédé en 2023. Donc, il appartient plutôt à la génération Peter Bogdanovich, davantage que celle de Scorsese. Mais il va donc marquer l'histoire du Nouvel Hollywood. Comment William Friedkin découvre le cinéma, c'est pour ça que je vais être bref, c'est parce qu'en fait, il a un parcours de cinéphile on ne peut plus cliché. Un jour, il voit Citizen Kane, il trouve ça génial et il se dit je veux faire la même chose. Voilà, littéralement. Wow. C'est vrai que c'est vraiment basic boy. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'est-ce qu'il va faire quand il met le pied à l'étrier. En fait, il attaque plus tôt que ce qu'on pourrait penser en 1962 avec un documentaire télévisé qui s'appelle The People versus Paul Crump, qui est un documentaire donc centré sur Paul Crump, qui était à ce moment-là un homme condamné pour un crime aux États-Unis et condamné à mort. Et Friedkin va aller le rencontrer en prison, lui donner la parole, et surtout dans ce documentaire, il va se poser quand même quelques petites questions sur l'enquête policière. Est-ce qu'elle a été bien menée ou pas? Et il va mettre en fait en lumière pas mal de problèmes dans l'instruction, ce qui va mener, après la réalisation du film, à la réouverture du procès de Paul Crump, qui ne sera pas innocenté, mais qui verra sa sentence commuée en perpétuité. Donc il a échappé à la peine de mort. Et ça, l'idée qu'un film puisse être suffisamment puissant, même si c'est pas quelque chose qu'il a conscientisé à la base, mais qu'un film puisse être suffisamment puissant pour littéralement sauver la vie d'un homme, ça va quand même lui retourner un peu le cerveau et lui faire comprendre à quel point le cinéma c'est important. Et à partir de là, Friedkin va se lancer pleinement corps et âme dans la réalisation de films. Il va réalisé, je crois, 4 ou 5 longs métrages qui sont aujourd'hui assez peu connus et assez peu commentés, parce que son 5e film, en 1971, c'est un film qui va changer la face de l'histoire du cinéma américain et surtout, qui va changer sa carrière, c'est French Connection, qui récupère l'Oscar du meilleur film, qui est un film complètement taré, une espèce de polar tourné de façon pirate à New York, avec cette fameuse scène de course-poursuite dont on reparlera, je pense, dans cet épisode, qui a la particularité d'être tourné sans autorisation, donc il n'y a pas de figurant, il n'y a pas de cascadeur, c'est juste Gene Hackman qui fonce dans des random gars qui ne savaient absolument pas qu'ils allaient se faire éperonner leur bagnole, enfin vraiment et ça se ressent. Un contexte de fabrication complètement barjot. Il enchaîne 2 ans plus tard sur l'un des films d'horreur les plus rentables de l'histoire et peut-être le plus grand film d'horreur de l'histoire du cinéma américain, en tout cas le plus connu, qui est L'Exorciste, évidemment. Et à partir de là, Friedkin, il est sur le toit du monde, parce que quand tu réalises coup sur coup un des polars les plus commentés, les plus appréciés de son temps, et un film d'horreur aussi bankable et aussi rentable que L'Exorciste, tu peux un peu tout te permettre. Et donc,
il va partir Du coup, il tourner. fermait tout. Et du coup, il va se permettre un gros truc puisqu'il part tourner en Amérique du Sud, un film que je vous recommande très chaudement, que je tiens pour être un chef-d'œuvre total, Moi aussi. qui est une nouvelle adaptation du roman Le Salaire de la peur, après celle de Henri-Georges Clouzot, qui s'appelle donc, Avant celle de Gaston Bide. et avant celle avec Franck Gastambide, oui, effectivement. C'est Julien Leclerc qui le réalise, c'est pas Franck Oui, Gastambide. non, mais vous Mais- voyez. oui, voilà. Que je vous conseille un peu moins. Donc il fait Le Convoi de la peur en français, Sorcerer en version originale, qui sort en 1977, la même année que Star Wars. Pas de bol, parce que du coup, le film va se viander au box-office, mais comme jamais. C'est un four économique absolu. Parce Pourquoi qu'il il a l'a pas coûté fait dans très cher l'espace aussi Je sais pas, ça il faudrait lui poser Oui, la parce question. que le film a eu beaucoup de galères de production. Le film ça a été un enfer de un prod, enfer. pas possible. Ils ont tourné dans la jungle, ils ont dû dévier 2 ou 3 fois le cours d'une rivière pour une scène qui est une scène d'anthologie par ailleurs, mais qui a été vraiment un enfer à tourner. Friedkin est revenu du tournage avec la malaria, il a failli en mourir. Enfin vraiment, ça a été une aventure homérique. Donc il revient, il est complètement dévasté physiquement, 2, dévasté psychologiquement et émotionnellement parce que tout le monde s'en branle de son film. Il enchaîne sur un film qui, je crois, un projet de commande, The Bridge Job en 78. Tête pareil. vide cherche coffre plein. Ouais, il n'a pas été aidé par les titres français, William Friedkin, on le dira jamais assez. Ouais. Donc ça marche pas très bien. Et puis arrivent les années 80. Et les années 80, le nouvel Hollywood est mort, est en train de mourir. Friedkin a quand même l'opportunité de refaire des films et donc peut-être l'opportunité de rebondir. Il va débarquer dès l'année 80 avec Cruising, La chasse en français, avec Al Pacino, qui raconte l'histoire d'un policier qui, pour arrêter un serial killer, s'infiltre dans les backrooms homosexuels du New York des années 80, donc vraiment juste avant que le virus du sida soit identifié en laboratoire, parce que c'est 81. Donc on est dans un environnement assez particulier, plutôt sombre, plutôt glauque, et le film va être très mal reçu parce que le public américain et le public de manière générale est pas du tout prêt à réceptionner cette histoire-là, et en plus c'est un rôle à contre-emploi pour Pacino, et le public est pas hyper à l'aise avec cette image-là, donc premier coup dur pour Friedkin. Et en fait les années 80 qui devaient démarrer sur l'hypothèse d'un nouveau départ, il va falloir attendre le milieu de cette décennie pour que enfin Friedkin renoue avec le succès, un succès modéré, Et un qui sera succès le quand seul même, en plus de cette avec décennie-là. Police fédérale Los Angeles, effectivement. Et c'est pire que ça, parce qu'en fait, si je vous fais la liste rapide de tous les films qu'il a réalisés après To Live and Die in LA, Il y a parce rien que avant 2006. oui, peut-être on peut se mettre d'accord pour abandonner le titre français qui est nul et juste l'appeler To Live and Die in LA parce que d'accord. c'est le seul titre qui vaille. Après avoir fait To Live and Die in LA, entre 87 et 2006, il va réaliser 1, 2, 3, 4, 5, 6 longs métrages. Le sang du châtiment, La Nurse, Blue Chips, Jade, L'enfer du devoir et Traqué. Je pense que personne n'a jamais entendu Il parler de paraît ces que films. l'enfer du devoir, c'est pas si mal. C'est possible, celui-là je ne l'ai pas encore vu. J'ai vu Traqué, qui est pas terrible. Après, en Mais 2006, il Voilà. revient un petit peu. il revient avec Bug en 2006. Il revient surtout avec Killer Joe en Ouais. 2011, Ah, c'est super. qui Ouais. va pour le coup vraiment marquer les gens. Et puis plus rien jusqu'en 2023 avec son dernier film, qui est une sorte de téléfilm assez mal fagoté, C'est terrible. qui est capable de sortir ça en dehors des États-Unis, qui sera donc son dernier film puisque William Friedkin meurt peu de temps après. Donc en fait, pourquoi j'ai fait tout cette petite hagiographie rapide de Friedkin, c'est parce que aujourd'hui, à cause de French Connection, à cause de L'Exorciste, à cause de Sorcerer, qui a été complètement redécouvert, qui est aujourd'hui un film culte, dans une moindre mesure aussi To Live and Die in LA, on a l'image de Friedkin comme d'un des auteurs qui a vraiment contribué à redéfinir les codes du cinéma hollywoodien et qui a marqué de son empreinte l'histoire du cinéma et qui a marqué le public. En fait, sur ces 3 affirmations, il n'y en a que 2 qui sont vraies. Il a effectivement contribué aux lettres de noblesse du Nouvel Hollywood. Il a imposé un style, une façon de faire des films qui est unique en son genre. Par contre, le succès public, le vrai succès tonitruant, il l'a eu sur 2 films, 71-73. French Connection, L'Exorciste. Après, c'est quand même souvent la galère. Et Police fédérale Los Angeles, pour le coup, je pense, est un film qui porte un peu ça en lui. Notamment à travers le personnage de Willem Dafoe, mais on y reviendra. Le film a rapporté 17 millions de dollars aux États-Unis pour un budget de 6, donc en somme, il était rentable. Il fait un peu plus de x2 son budget par rapport à L'Exorciste. Aux US, hein, donc Ouais, sans mais compter par les US, rapport à mais par rapport à L'Exorciste, l'Exorciste, c'est rien que du tout, dalle. quoi. C'est vraiment rien. Et en France, c'est 200 000 entrées. En France, c'est un vrai bid, pour le coup. Parce que 200 000 entrées en 1985, En même temps, vu le c'est titre vraiment un français, qui a envie d'aller voir ça quoi. Je suis désolée, hein, mais le titre est nul. il y a un problème avec le titre. Ouais, bien sûr. Je suis désolé, Sophie, je vais encore donner la parole à Alexis rapidement, mais parce que j'aimerais qu'on parle de la création du film et de la production du film, puisque c'est pas un film qui sort de nulle part. Lui, il reçoit le scénario. Enfin, oui, il reçoit le scénario qui est basé sur un bouquin, qui est pas n'importe quel bouquin, qui est un bouquin
écrit par un ancien agent des services secrets spécialisé dans la contrefaçon qui s'appelle Gerald Pitvich. Et donc, Friedkin va tout de suite être attiré par l'authenticité du matériau, il le dit comme ça, et par l'idée de montrer ses services secrets loin de Washington. Et en fait, on a un polar qui est très stylisé, mais qui est sur un truc qui est quasi très procédural dans sa manière d'aborder le sujet. Oui, et déjà, il faut préciser un truc. Le titre français, outre le fait que c'est vraiment un titre de polar de merde, c'est un titre qui, quand même, met le doigt sur un élément important. C'est la notion de police fédérale. Aux États-Unis, il y a 2 niveaux de juridiction pour les forces de l'ordre. Il y a les forces de l'ordre locales, le bureau du shérif dans les Far West, dans les westerns, pardon. Mais par exemple, on pourrait citer, pour rester à Los Angeles, le fameux LAPD, Los Angeles Police Department. Le LAPD, il a autorité à Los Angeles. En dehors de Los Angeles, c'est pas sa juridiction, donc il faut voir avec d'autres services de police et c'est un peu le bordel. Mais en plus de ça, là où c'est encore plus compliqué, c'est qu'il y a 2 services de police qui sont, eux, pour le coup, qui ont autorité sur la totalité du territoire américain. Il y en a d'un côté le FBI, qui s'occupe des enquêtes criminelles, donc tout ce qui est viol, tueur en série, etc. Et puis il y a le Secret Service, qui est la police fédérale la moins représentée dans la fiction, qu'on connaît surtout parce que c'est elle qui s'occupe de la sécurité du président des États-Unis. Et le prologue du film, d'ailleurs, parle de ça. Mais c'est pas son seul domaine d'activité. Et effectivement, Gerald Pitvich, qui est l'auteur du roman et qui est un ancien du Secret Service, il a travaillé à lutter contre la contrefaçon et tout particulièrement contre la fausse monnaie, qui va être vraiment l'enjeu central du récit. Et je pense que ça explique déjà un petit peu pourquoi ce film-là a pas eu le succès qu'a pu avoir 2 ans plus tard L'Arme Fatale, par exemple. C'est que, mine de rien, faut imaginer quand même, tu vends ce projet-là, c'est des agents du Secret Service, donc la police fédérale la moins représentée aux États-Unis et celle que les gens connaissent le moins, qui, dans le cas précis, ne s'occupe pas du tout de la sécurité du président, donc c'est pas hyper palpitant. Il cherche un gars qui fabrique des faux billets. Enfin, il y a tout un environnement qui est effectivement assez authentique, mais qui est pas du tout attirant. Là où, si par exemple je compare avec L'Arme Fatale, c'est 2 officiers du LAPD, donc la police du quotidien que tout le monde connaît, à laquelle tout le monde peut s'identifier, et ils luttent contre des trafiquants de drogue qui sont des vétérans du Vietnam. Enfin, tu vois, on est vraiment dans un imaginaire de polar qui est beaucoup plus grand public et beaucoup plus spectaculaire que ce que propose le film de Friedkin sur le papier. Il y a un autre aspect à prendre en considération, Sophie, sur lequel j'aimerais t'entendre un petit peu, c'est qu'une des raisons aussi de l'échec, peut-être au niveau du grand public, c'est qu'il n'y avait pas de nom d'affiche sur l'affiche. Il n'y avait pas de grand nom. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Friedkin, il explique en interview qu'il voulait pas des gens très connus pour retrouver un peu l'effet de réel qu'avait The French Connection. Et pour ça, il va chercher des gens du théâtre et notamment un certain William Peterson, qui n'est pas encore très connu, alors que c'est quand même maintenant une figure culte, en tout cas dans le monde des séries, cultissime, puisque c'est le big boss des experts. Ouais, pendant un bon paquet de saisons. Moi, il a bercé mon enfance, ce gars-là. Ouais, c'est bien, vous êtes allé sur la seule série que je connais pas. Mais pour le coup, William Peterson, c'est vraiment pour ça qu'on le connaît, tu vois. Oui, c'est clairement pour ça. Après, il a fait Manhunter de Michael Mann, mais c'est un peu après. Que j'ai pas vu non plus. Donc, on en reparlera de Manhunter à la fin de cet épisode. Non, mais en tout cas, Sophie, il y a un truc à dire, c'est que c'est des gens qui viennent du théâtre et on sent dans le jeu que c'est pas des acteurs hollywoodiens traditionnels. Non, et en même temps, moi je trouve que la force du film, c'est que c'est un vrai divertissement, c'est-à-dire que par son rythme, par son jeu, en fait, c'est structurellement un vrai polar de Los Angeles, avec tous ses codes, avec son ambiance, avec sa chaleur, avec sa photo. Je trouve qu'il a réussi à adapter, on va dire, parce que moi je connais pas l'intégralité de la filmo de Friedkin et je le dis tout de suite, globalement, j'ai vu... Personne ne la connaît, meuf. Ok, très bien. Non, mais je veux dire, par contre, j'ai vu French Connection et je trouve qu'il a réussi à transposer une ambiance dans vraiment dans les années 80, sablonneuse et sèche, aride d'une certaine partie de Los Angeles. Et son cast, je trouve... m'inspire un truc un peu, surtout dans son prologue, un peu série télé dynamique, que j'aime bien, très divertissant. Et un truc qu'on peut pas enlever à Friedkin, c'est que dans l'intégralité de sa filmographie, il ne met jamais son côté autorisant qui est quand même là, en défaut par rapport au plaisir du spectateur. C'est quelqu'un qui cherche avant tout, j'ai l'impression, à créer de la sensation, du trépinement, de l'horreur, du malaise chez le spectateur. C'est un vrai cinéaste du ressenti et du partage d'émotions. Et donc ça, c'est un truc qu'on ressent dès le début, dès son prologue que je pense Alexis en parlera peut-être un peu. Même s'il n'est pas très réussi ce prologue, il y a quelque chose qui nous dit on va y aller à fond alors pas du tout dans le Grand Guignol, mais par contre dans
l'effusion de sentiments, de réactions, de too much chez ces acteurs, chez ces personnages. Et donc, pas du tout quelque chose d'introspectif, de sombre, de lent. En fait, ce qui est intéressant avec To Live and Die in LA, c'est que Los Angeles, c'est un gros terrain de jeu, notamment pour les polars, pour les thrillers, et on voit plusieurs courants, plusieurs identités qui s'en dégagent, notamment un film qui a été un peu relativement marquant, en tout cas, genre LA Confidential, désolée pour mon accent, qui revient un petit peu sur le côté film noir, un petit peu genre détective, enquête. Là, on n'est pas du tout sur ça. On est vraiment sur une confrontation entre l'ordre et la morale, entre genre un grand méchant, mais très particulier, beaucoup plus ambigu, et le désir de vengeance. On est vraiment sur deux trajectoires et on n'est pas du tout sur cette enquête. Genre, le but, c'est pas... On sait qui est le méchant dès le début. Donc, on n'a pas ce côté, genre, le Los Angeles un peu vaporeux, un peu intriguant, un peu labyrinthique. C'est rigolo parce qu'avec Alexis, il y a pas longtemps, on a regardé un autre film qui se passe à Los Angeles. Le truc avec l'alien et Kel MacLachlan. Ah oui, The Hidden. The Hidden. Une série B des années 80, d'ailleurs. Voilà. Et on est aussi sur, genre, le FBI, Los Angeles, les années 80, les néons et le cuir... et les stripteaseuses. Et en fait, il y a un truc sur Los Angeles, c'est que c'est tellement grand et c'est tellement labyrinthique que très rapidement, j'ai l'impression qu'on peut créer du polar de perte dans l'espace, de fuite en avant du personnage. Et là, j'ai l'impression que Friedkin, il va décider d'opposer littéralement ces grands espaces hors de Los Angeles et des intérieurs un peu restreints. Et donc, j'ai l'impression qu'il va complètement dynamiter les codes de ce qu'on peut attendre du polar, soit ces espèces de grandes traversées dans la ville, mais par contre, il va vraiment se servir d'un point d'architecture que je vais laisser à Alexis, qui est l'autoroute, qui est vraiment cette route imposante et qu'on ne peut pas ne pas relier à French Connection d'une certaine manière. Bah, Alexis, juste avant de te donner la parole, je voudrais juste compléter un petit peu le propos de Sophie parce que l'urgence de la situation a fait que j'ai dû prendre le relais, je devais pas être là, donc j'ai pas eu le temps de revoir le film. Néanmoins, c'est un film qui m'avait énormément marqué pour plusieurs aspects. Sur ce que tu disais de casser les codes, moi j'avais même la sensation qu'il cassait même avec ce qu'il avait fait de French Connection, où le personnage principal, je dis pas que c'était un grand héros dans French Connection, on sentait que c'était quand même un gars qui avait pas froid aux yeux et qui était prêt à faire des dégueulasseries pour arriver au bout de son truc. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'on est vraiment sur un personnage qui n'a pas une morale très claire, qui va autant dans la manipulation que son grand méchant, où on n'a pas d'héroïsation du personnage de William Peterson, et ça va en fait avec le côté, j'aime bien, c'est un film des années 80, tu l'as dit, en plein milieu des années 80, donc ça va de pair avec la musique, les couleurs, sauf que derrière le vernis pop, bah en fait c'est un peu cracra, et tout le monde n'est pas réglo, et même les gentils sont pas réglo, alors que quand on regarde French Connection, même si le gars est turbo bourrin, Gene Hackman il est vraiment genre je m'en fous des règles, j'avance et j'y vais, machin, ça reste un héros. Je peux pas dire la même chose du personnage de William Peterson si je me trompe pas. En fait, le seul truc qui est intéressant par rapport à cette dualité entre le bien et le mal, c'est que on va avoir tendance de base à s'identifier au héros parce que la vengeance est généralement traitée comme quelque chose de noble au cinéma, surtout là c'est vous l'imaginez bien, hein, dans La Police, c'est parce qu'il y a eu le meurtre du coéquipier qui est quelque chose de très très classique là pour le coup, et d'une envie de vengeance qui va petit à petit transformer la morale du héros. Ce qui est intéressant, notamment sur ce grand méchant qui est incarné par Willem Dafoe qu'on adore, c'est que je pense que dans les typologies de crimes, on a, nous tous, tendance à condamner beaucoup plus fort certains crimes qu'on ne peut absolument pas comprendre. Le meurtre pur et dur, genre quelqu'un qui va exécuter des gens comme un tueur en série ou une petite main d'un grand truand, tout ce qui va toucher à l'enlèvement, la séquestration, le viol, tout ce qui peut toucher aussi aux enfants, voilà. Par contre, la fabrication de faux billets, il y a une petite partie de nous qui nous dit, est-ce que, genre sur le principe, est-ce que vraiment il est si atroce que ça ? Je pense que c'est très très bien choisi. T'es en train de dire que t'as hésité à prendre ce chemin de carrière-là ? Exactement. Et devenir faussaire. Alors, je l'ai déjà dit, j'ai fait un bac L art plastique. Moi, je me sens très proche de cet artiste un peu rejeté qui a envie de mettre sa créativité à profit, littéralement. Fun fact, la création de billets a été donc assez conséquente pour ce film parce qu'il fallait qu'on voit un peu ça. Elle a été tellement conséquente qu'il y a eu un moment où
beaucoup des faux billets ont tourné en vraie circulation et ça a été un vrai problème pour justement les services secrets d'essayer de retrouver les faux billets de production du film et tout ça. Ça a été un vrai bordel de production à ce niveau-là. Mais effectivement, Alexis, Sophie parlait des autoroutes. Il y a un vrai sujet parce que il y a cette scène de course-poursuite à contresens qui est importante, qui est un peu la réponse à French Connection, qui a été un peu galère. Il a dû le faire en équipe réduite. Ça a pris 6 semaines. C'est la différence en fait, c'est que Friedkin, mine de rien, même s'il a beaucoup entretenu, et surtout à la fin de sa carrière en vrai, mais il a beaucoup entretenu son image de réalisateur fou, forcené, qui va au-delà des limites du raisonnable pour réaliser ses films. C'était une méchante personne par ailleurs. William Friedkin, en vrai, post-Sorcerer, parce que littéralement il a frôlé la mort, il s'est un petit peu calmé. Et justement, c'est intéressant de mettre ces deux courses-poursuites-là, celle de French Connection et celle de To Live and Die in LA, en miroir. C'est que effectivement, elles se ressemblent beaucoup. Elles dialoguent beaucoup l'une avec l'autre. Dans les deux cas, on est sur une appréhension extrêmement immersive et sensorielle de la vitesse. On est sur un montage très cut, on est sur des scènes qui, mine de rien, durent longtemps, parce que la course-poursuite de police fédérale, elle a quand même 3 actes. Il y a la première partie où ils sont dans les rues de Los Angeles, ensuite ils descendent dans les canaux, lieu emblématique quand même de Los Angeles, où ils pensent être plus ou moins tirés d'affaire, et puis en fait non, il y a les voitures qui continuent de les pourchasser, et finalement au moment où ils se pensent définitivement pincés, là ils prennent l'autoroute à contresens. Donc il y a ces 3 actes qui sont extrêmement nerveux et où Friedkin témoigne d'un sens du découpage et du montage qui est absolument phénoménal, mais à la différence de French Connection, qui a vraiment été tourné dans des conditions réelles et où il y a eu vraiment de la mise en danger de Gene Hackman et des pauvres kidam dans leur voiture, Police fédérale, tout est bloqué, tout est orchestré, tout est chorégraphié. Et pour vous donner un petit ordre d'idée sur justement le moment de l'autoroute où ils sont à contresens, sur les gros plans où William Peterson conduit la voiture, toutes les voitures qui passent justement à contresens de celle-ci, en fait, sont à l'arrêt. Et tu t'en rends pas compte parce que t'es pris avec la vitesse de la voiture, donc t'as l'impression que les autres voitures vont à donf aussi. Mais en fait, non, elles sont toutes à l'arrêt et c'est une bagnole qui circule au milieu de véhicules arrêtés. Ils ont fait tous les gros plans comme ça. Il y a d'autres moments qui, d'ailleurs, sont pas les moments les plus réussis de la course-poursuite, on s'en rend un peu compte, où la voiture est montée sur une espèce de plateforme mobile et tu vois qu'il y a une force qui tourne la voiture d'un côté et de l'autre pour simuler les dérapages. Mais donc voilà, c'est une scène qui est très complexe parce que elle est tournée dans des conditions normales. C'est-à-dire que c'est l'illusion de la vitesse. Il y a un moment quand même où le naturel de Friedkin reprend le dessus, c'est le passage avec le train, parce que du coup il doit essayer de rejoindre les canaux et il y a vraiment un moment où il y a un train de marchandises et la voiture qui est collée au train et tu te dis ça à tourner, tu dois te taper des sueurs froides quand même. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est cette scène-là, elle a une cohérence vis-à-vis des thématiques du film. C'est-à-dire que là où Police fédérale est avant-gardiste dans sa représentation du flic, dans sa représentation du héros américain, c'est que on te montre pas des personnages qui sont en maîtrise de la situation ou qui à un moment ou à un autre, ok, ils sont mis en difficulté, mais t'inquiète, ils vont retrouver le contrôle de la situation. Je recite l'exemple de L'Arme Fatale, parce que lui, vraiment, s'inscrit totalement dans le courant opposé. Il y a un moment dans L'Arme Fatale où Danny Glover et Mel Gibson sont en fâcheuse posture parce qu'ils se sont fait capturer et ils se font torturer, et torturer méchamment. Ouais, mais comme Mel Gibson, c'est aussi un vétéran du Vietnam dans le film, il y a un moment où il va faire une prise de Krav Maga à son tortionnaire et lui péter la nuque avec les genoux, et ensuite il se libère et il commence à fumer tout le monde. Donc t'as quand même cette idée que même si le héros en prend plein la gueule, t'inquiète. À un moment, il va se retomber sur ses pattes. Et ce qui est génial avec cette scène, c'est que à 3 reprises, il te fait croire que là, ça y est, c'est bon, ils sont tirés d'affaire. Et en fait, non, les poursuivants sont toujours là et ça tire dans les vitres et c'est la galère et la scène ne cesse de se complexifier. Donc, tu as vraiment le sentiment que les personnages ne sont en contrôle de rien. Et quand finalement, désolé pour le petit spoil, mais quand finalement ils arrivent à s'extirper de cette course-poursuite et qu'ils se disent c'est bon, on a atteint notre objectif, l'argent qu'on devait récupérer, on l'a récupéré. Bon, le gars à qui on devait la récupérer, il s'est fait buter entre-temps, mais c'est pas trop grave, c'était un gangster. Ah, bah non, c'était un agent du FBI infiltré, en fait, on a foutu la merde dans le service. Donc en fait, t'as cette idée que même une fois la scène d'action gagnée, entre guillemets, il y a le destin qui arrive pour leur remettre un coup de bâton dans les roues, et en fait, le film n'est que ça. C'est une espèce de course vers l'adversité, où les mecs essayent toujours d'avoir un temps d'avance et de jouer en dehors des clous, et de se jouer des règles qui les entravent, et à chaque fois les règles leur reviennent dans la gueule d'une manière ou d'une autre. Ce qui est intéressant parce qu'au final ce pauvre William Dafoe, limite c'est
pas lui qui est tant en avance que ça, c'est que aussi ses adversaires jouent parfois un peu de malchance aussi. Bah c'est ça. Et d'ailleurs, je pense qu'il est quand même bon de le préciser. William Friedkin, il aime pas beaucoup l'autorité. Ça, je pense que, voilà, on peut s'en rendre compte assez facilement. Il aime pas beaucoup les prêtres non plus. Il aime pas en fait, toute figure d'autorité, qu'elle soit religieuse ou policière, ne trouve pas souvent grâce à ses yeux. Encore une fois, son dernier film marquant, c'est Killer Joe. C'est quoi Killer Joe ? C'est l'histoire d'un flic psychopathe. Donc, c'est difficilement plus explicite que ça, quoi. Donc, il aime pas beaucoup les keufs. Et je pense qu'il aime pas beaucoup les garçons non plus. Parce que quand on y réfléchit, Sorcerer, qui est donc le film qu'il réalise quelques années auparavant, qui est certainement un de ses films les plus personnels, c'est littéralement une descente aux enfers. Et quelle est la caractéristique de cette descente aux enfers ? C'est que c'est un univers 100% masculin. T'as quand même l'idée que si tu vas dans un coin de la planète où il y a que des hommes, t'es pas parti pour une promenade de santé, parce que quand les hommes sont entre eux, en général, ça se passe mal. Et donc là, il aurait beaucoup d'empathie pour moi d'être la seule fille du podcast. Potentiellement, mais en vrai, je pense pas. non, mais c'est un point quand même important à souligner, c'est que, et ça va aussi dans le sens de toute la dramaturgie que je décrivais sur cette course-poursuite. Je pense que Friedkin aime bien torturer un peu ses personnages principaux, parce que je pense qu'il a pas beaucoup de respect pour eux. Je pense qu'il aime pas beaucoup les flics qui, parce qu'ils se sont inventé une espèce de code d'honneur de si tu tues mon partenaire, je vais te pourchasser jusqu'au bout du monde. Je pense qu'il est pas sensible à ça. Je pense qu'il trouve ça un peu ridicule. Et de toute façon, c'est pas compliqué. D'un côté, t'as des flics qui sont, même s'ils ont des motivations qu'on peut comprendre, c'est douloureux de perdre son partenaire d'une façon aussi violente, c'est normal d'avoir envie de se venger. Il était à 2 jours de la retraite. Voilà, il était à 2 jours de la retraite, le cliché habituel, on peut les comprendre. Il n'empêche que ça reste quand même 2 gros bourrins qui se comportent notoirement mal avec les femmes, en tout cas le personnage de William Peterson, qui couche avec son indique et qui la traite vraiment comme un sac à patates, quoi. Mais c'est que surtout, en face, il y a le personnage du méchant, dont on n'a finalement pas beaucoup parlé encore, qui est certes un faux monnayeur, mais qui est surtout un artiste. Et je pense que Friedkin, il ne faut pas chercher midi à 14h, tu vois. Je pense qu'il s'identifie à Willem Dafoe. Et en plus, on retrouve en sous-texte la vanité de Friedkin, parce que Friedkin, il a jamais digéré l'échec de Sorcerer, parce que pour lui c'était son meilleur film, et il a pas compris que les gens n'aient pas daigné accorder de l'importance à son meilleur film. Et quand tu vois dans Police fédérale Los Angeles un faussaire qui est à ses heures perdues peintre, qui est un excellent peintre, tout le monde le dit dans le film, et qui, dès qu'il a fini un tableau, il fout le feu, sous-entendu parce que personne de toute façon pourra l'apprécier aussi bien que lui, donc ça sert à rien de le laisser. Il y a la petite vanité de Friedkin qui pointe un peu le bout de son nez, quoi. Et puis il prend un malin plaisir. Il y a un personnage dont on n'a pas parlé. J'ai une take, c'est que John Turturro est un des meilleurs acteurs que la Terre ait porté. Il sait tout jouer, ce mec. Il a un petit rôle dedans. Donc je suis ravie de le voir. J'adore John Turturro. Et à un moment, ce personnage va avoir pareil une espèce de grâce divine, parce que dû à la naïveté des flics. Donc là encore, il y a une espèce de porte de sortie pour techniquement l'adversité, qui est un peu un Deus ex machina quasiment, vraiment juste une bavure policière, enfin pas bavure, mais genre parce qu'ils n'ont pas assez vérifié, ils arrivent à laisser s'échapper quelqu'un. Mais oui, en effet, pour le personnage de Willem Dafoe, il y a quelque chose où la trajectoire de l'artiste brisé par le manque de reconnaissance, qui est finalement condamné à rentrer dans un système qui lui fait faire uniquement du fric. Genre, si on fait un parallèle avec l'industrie hollywoodienne, donc on sait que Friedkin, c'est pas quelqu'un qui s'est plié complètement à l'industrie pour réaliser je sais pas moi, Super Mario Bros, mais je sais pas, j'avais pas d'idée, mais vous voyez un produit purement mercantile commandé par un gros studio. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il critique un petit peu aussi ces artistes qui peuvent se perdre pour devenir littéralement des machines à produire de l'argent au prix de leur créativité. C'est fort probable, ouais. Pour moi, il y a 2 possibilités, il y a 2 lectures. C'est soit il parle de lui-même, contre une adversité finalement un peu plus bête que lui, soit il parle d'une industrie qui est capable de broyer les artistes pour les transformer en machines à fric qui sont littéralement... Moi, j'avais plus perçu comme ça, ouais, qui sont littéralement condamnés à périr de leur propre lâcheté d'une certaine manière, à ne pas avoir assumé d'être de grands artistes qui peignent nus. C'est ça. Et en prime de ce discours sur l'art et sur la capacité de certains artistes à corrompre leur art pour gagner de l'oseille, encore une fois, et je pense que ça a joué dans le fait que le film n'a pas été un raz-de-marée au box-office. On est en 1985, on est en plein cœur des années Reagan, donc des années fric, c'est vraiment l'âge d'or du capitalisme financier. C'est pendant les années 80 que Donald Trump devient une star.
Et Bernard Tapie. En France, Bernard Tapie, j'allais le citer. C'est à cette époque-là aussi qu'on voit des activistes d'extrême gauche des années 60-70 comme Jerry Rubin, qui était un des Chicago 7, joué par Sacha Baron Cohen dans le film de Sorkin. Jerry Rubin dans les années 80, il renverse totalement son fusil d'épaule et il devient vraiment un promoteur du capitalisme financier pro-Reagan, quoi. Donc on est vraiment dans cette époque-là, et Friedkin te met en méchant du film un gars qui très littéralement fabrique de l'argent contre de l'argent. On est vraiment dans le capitalisme dans sa forme la plus chimiquement pure, quoi. C'est vraiment tu achètes de l'oseille. Ça paraît quand même complètement absurde, mais c'est pourtant ce qui se passe pendant tout le film. Et pour remettre une pièce aussi dans la machine sur la moquerie dont Friedkin fait part en sous-marin à l'égard de la police, il y a quand même un moment où il s'amuse à disrupter une scène très habituelle du polar des années 80, qui est le moment où, c'est avec le personnage de Tortoro dont parlait Sophie, où t'as un personnage qui est en mauvaise posture parce qu'il est plus ou moins suspecté d'avoir trahi alors qu'en fait il n'a pas vraiment trahi, et donc c'est le coup classique, le flic le met dans une cellule d'interrogatoire, il arrive et lui dit: écoute mon coco, j'ai un deal pour toi, tu me balances tout ce que tu sais et je te protège, sinon je te remets en prison, et puis tu te feras buter par quelqu'un et j'en ai rien à foutre, tu vois. Dans n'importe quel polar des années 80, à la fin, le flic, il a son deal parce que le voyou, il a trop peur, tu vois. Et là, John Tortoro lui dit: non mais mec, t'as pas compris, en fait, moi je balance personne, j'en ai rien à foutre, casse-toi, quoi. Et du coup, même si le personnage part avec sa fierté et sa gouaille, il s'est quand même pris un énorme vent d'une petite crapule merdique. Enfin, t'as vraiment cette idée de, tu prends un moment attendu du polar et tu le renverses de l'autre côté, quoi. Et pour un film de 85, c'est assez avant-gardiste. Ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la course-poursuite et le twist de la course-poursuite, c'est presque le côté nihiliste du film. C'est qu'en fait, personne ne sort intact de ce film. Personne ne peut vraiment s'en sortir. Le studio voulait une autre fin au départ. Le studio voulait une fin où les personnages sont mutés en Alaska. C'est vraiment ne pas comprendre ce qui vient d'être écrit et ce qui vient d'être mis en scène. Là, peut-être qu'on va spoiler la fin du film. Je le dis parce que pour le bien de l'analyse, c'est peut-être nécessaire de le faire, mais je veux pas gâcher le plaisir pour les gens qui l'ont pas encore vu. Mais... Moi, je tiens à dire qu'avant le film, j'allais dire avant d'avoir vu le film, j'avais pas vu le film. Je l'ai découvert hier parce que, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas un film que j'allais mettre sur ma watchlist en priorité. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas vu le film. Je pense pas que ce soit le film de patrimoine qu'on ait traité le plus vu, donc je pense pas, non. Donc vraiment, si vous nous écoutez en vous disant ah là là oui je vais écouter quand même parce que en vrai le film ça m'intéresse pas plus que ça, peut-être que vous étiez comme moi, je vous conseille quand même de regarder le film. C'est un film vraiment très divertissant, qui passe vraiment tout seul. C'est moi qui suis un peu hermétique vraiment aux films de garçons des années 80 en grosse bagnole et en blouson de cuir avec des petits néons, avec des stripteaseuses sur le papier, ça m'intéresse pas. Je vous jure que c'est pas mal. C'est vraiment vraiment un chouette film. Donc ne nous écoutez plus, allez regarder le film, écoutez-nous après. Vas-y Alexis, tu peux spoiler. Bah oui, parce que en fait, To Live and Die in LA, c'est pas juste un titre plein de mélancolie et de noirceur, c'est une annonce, puisque le film vous dit très clairement, vous allez voir un personnage vivre et mourir à Los Angeles, puisque le personnage de William Peterson, à la fin, au moment où enfin il a pris le faussaire joué par Willem Dafoe en flagrant délit, il peut enfin le coffrer et rendre la justice, et le bras droit du faussaire lui met un coup de fusil à pompe en pleine gueule. Voilà. Et il meurt comme ça, face cam, d'une façon qui est, encore une fois, là pour le coup, on fait difficilement plus anticonventionnel. Dans un polar, à la fin, le flic, il gagne. Bah là, non. Quand tu vois ça, tu fais oh! Oui, voilà, c'est chaud. C'est un des wow effects les plus forts de l'histoire du cinéma. Surtout que t'es à la fin, donc tu crois presque à la sortie, quoi. Et surtout, c'est là où le film prend une dimension beaucoup plus profonde et beaucoup plus retorse. C'est que donc ce personnage de Chance, qui porte très mal son nom, joué par William Peterson, c'est vraiment, c'est un flic badass, veste en cuir, Ray-Ban miroir et compagnie, et il est accompagné d'un autre agent du Secret Service qui est pas vraiment un gratte-papier, j'irai pas jusque-là, mais qui est pas non plus un agent de terrain particulièrement dégourdi. Pendant la scène de course-poursuite, il est sur le siège arrière, il fait rien à part avoir peur. Enfin, vraiment, c'est pas un gars qui est fait pour ce genre d'affaires extrêmement stressantes et violentes. Et à la fin du film, Chance est mort. Il va voir l'indicatrice, qui était accessoirement la petite copine de Chance, et il débarque
avec la voiture de Chance, une veste en cuir, une paire de Ray-Ban, plein d'assurance et de vanité, et il dit à cette meuf-là, en fait, t'as pas compris, maintenant tu travailles pour moi. Sous-entendu, maintenant c'est moi qui te baise. C'était à deux doigts de et maintenant tu baisses ta culotte. Voilà, c'est ça. Et en fait, le film te dit ce à quoi tu as assisté, c'est juste une phase. Mais cette espèce de cercle infernal de je plonge dans la violence et la violence me dévore et reconfigure qui je suis, reconfigure mon identité, en fait, c'est un cycle. C'est toujours ce qui se passe. Et en fait, cette idée de to live and die in LA, c'est l'idée que, en fait, vivre et mourir à Los Angeles, très littéralement, c'est un cycle. Tous les jours, il y a des gens qui vivent et qui meurent à Los Angeles, et tu as cette idée d'une ville totalement... en plus, c'est une ville particulière, Los Angeles, parce qu'il n'y a pas vraiment de centre-ville, c'est une espèce de gigantesque banlieue qui ne s'arrête jamais. Et je trouve... Et ça joue dans le côté labyrinthique du film, quoi. Ce que j'ai essayé de dire peut-être de manière un peu maladroite sur les films qui utilisent Los Angeles de manière un petit peu soit fantomatique, soit passéiste, parce que le polar de Los Angeles étant pour moi un espèce de quasi sous-genre des polars, hein, genre vraiment les flics qui se promènent dans la ville, encore une fois, même si des petites séries B s'en servent, c'est pas pour rien, quoi. Ou au contraire, le côté très lynchien de Mulholland Drive, cette espèce d'immensité, ou le côté très romantique. En fait, il y a plein de manières de filmer Los Angeles. Et ce qui est particulier dans To Live and Die in LA, c'est que pour moi, ça filme pas Los Angeles. Genre, ça ne filme pas la ville. Si vous nous écoutez depuis un moment, je suis assez fascinée, que ce soit en littérature ou au cinéma, par la ville qui dit un personnage. Et là, c'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas, c'est-à-dire que je vois des ambiances, je vois des symboles de manière quasi métaphorique, c'est-à-dire qu'en effet, il y a la petite maison où il y a l'indique, il y a la maison de William Dafoe au début qui est justement un espèce de pavillon moderne, très moderne, bourgeois, même un peu clinquant d'une certaine manière, mais pas non plus mafieux, hein. On n'est pas sur Scarface non plus. On a l'autoroute, on a le désert, parce qu'en effet Los Angeles c'est tellement grand qu'en fait tu sors de là-bas, t'es quasiment au Nevada, quoi. Genre il y a un truc où ça y est, c'est aride. Il y a très peu le côté plage, ou même pas du tout. Oui, t'as pas le Los Angeles gym tonic, ça n'existe pas dans le film. Malibu, il y a pas tout ça. Les entrepôts, les canaux, les parkings, et fondamentalement, même comme il n'y a pas de tour, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas le Hollywood Boulevard, il n'y a pas le panneau Hollywood, il n'y a pas Mulholland Drive. En fait, il a complètement retiré l'essence touristique ou l'essence d'imagerie populaire de Los Angeles. Donc c'est hyper intéressant qu'ils disent que ça se passe à Los Angeles, comme si Los Angeles était une métaphore symbole de ce qui détruit fondamentalement un petit peu l'essence humaine de ces personnages-là, quoi. Mais en fait, il y a vraiment deux écoles quand il s'agit de filmer Los Angeles. Il y a l'école Michael Mann qui va te dire, si tu fais un film à Los Angeles, la ville est le personnage principal obligatoirement. C'est impossible de faire autrement. En fait, les humains, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la ville autour d'eux. Et à l'inverse, t'as Friedkin dans ce film-là qui te dit, Los Angeles, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un concept, c'est un fantasme qu'on projette sur notre environnement en se disant, voilà une ville avec des gens, une société, une civilisation. Non, en fait, c'est un non-lieu. C'est une antichambre de l'enfer et c'est impossible. Abstraite, quoi. C'est ça. C'est impossible de rendre compte de ce que c'est que Los Angeles parce que c'est une abstraction qui échappe à notre compréhension. Je vous mets au défi de comprendre la géographie de la ville en regardant Police fédérale Los Angeles. C'est impossible. C'est impossible. Alors que Michael Mann, tu regardes Heat, tu peux tout situer, tu sais où sont les bâtiments, les buildings, le centre, tu comprends tout. Parce que c'est pas du tout la même approche. Mais même dans Mulholland Drive, en fait, on comprend un peu certains pans de la géographie parce qu'il va se focaliser sur des éléments connus. C'est comme si on faisait un film à Paris et que fondamentalement, on filmait 3 rues dans le 20e, une rue dans le 13e et qu'on se séparait littéralement de tout l'apparat identifiable. Bon, après, Paris et Los Angeles, en termes de taille, c'est pas comparable, mais je parle de ce que je connais, quoi. Oui, non, mais effectivement, c'est vrai. Et parce que ça va avec le fond aussi, tu vois. Vu qu'on parle de faux semblants, de fausses monnaies et tout ça, de montrer que c'est une ville artificielle, en fait, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de centre-ville. Enfin, tu vois, il y a un downtown LA, mais en vrai, il n'y a pas de centre-ville. Non, Los Angeles, tu vois, il y a pas de... ça n'existe pas. C'est une ville presque vide, entre guillemets. Mais d'ailleurs, quand on la représente, généralement, il y a toujours soit un petit peu le Chinatown Theater, toute cette partie très associée au cinéma, qu'il a volontairement complètement éludé, le Hollywood Sign, les studios, la plage, il y a plein de manières de la représenter, et là, c'est Exit, quoi. J'ai 2 petites anecdotes si ça te dérange pas, Arthur, pour conclure, parce qu'il va falloir peut-être qu'on conclue sur ce film, mais histoire de parler quand même de petits éléments pop culturels un peu intéressants. Déjà, pour situer le film et son impact dans la pop culture, la scène de la course-poursuite, elle débute à un endroit un peu spécifique de Los Angeles, c'est sous un pont
routier qui enjambe des voies de chemin de fer à côté d'un vieil entrepôt. Le vieil entrepôt en question, c'est la planque de Lester dans GTA V. Voilà, et ça n'a pas été choisi au hasard. Donc je pense que c'est pour te dire que le film a quand même laissé une trace dans l'esprit de pas mal d'artistes après coup. Et la deuxième anecdote, c'est que donc en 86 sort Manhunter de Michael Mann avec William Peterson. Et pour l'anecdote, avant de caster Brian Cox dans le rôle d'Hannibal Lecter, puisque c'est une adaptation du livre de Thomas Harris, Dragon Rouge, Michael Mann a demandé à Friedkin de jouer Hannibal Lecter. Ouais. Et Friedkin a dit mortel. oui, mais sauf que Friedkin a dit frérot, je suis pas acteur, donc ça m'intéresse pas, je le fais pas. Mais apparemment Michael Mann a insisté parce qu'il voulait William Friedkin comme Hannibal Lecter. Et en même temps, franchement, non mais ça aurait été parfait. Il avait même pas à jouer, hein. Il était là et. Moi, je fantasme un peu William Friedkin en Hannibal Lecter à l'époque, ça aurait pu être quelque chose. Demande à l'IA. Oh, non, quel enfer. On parlera de Manhunter un autre fois parce qu'Alexis c'est quand même un sacré morceau de cinéma et en plus les parallèles à faire entre les deux films intéressants hein, sur justement le nihilisme, le méchant versus le vrai méchant, etc. La place du méchant, etc. Mais en tout cas voilà, To Live and Die in LA ressorti en 4K qu'on ne peut que vous conseiller. Écoutez, je pense qu'on a fait un bel épisode les amis. Je pense oui. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi pour la sortie de la semaine. Si vous n'avez pas encore cramé de comme mon cerveau là actuellement tu vois. Ouais, de chaud en fait tout simplement. Ouais, tout simplement, je voulais pas reprendre mais oui de chaud. On se retrouve la semaine prochaine, il sera question d'une chanson de Ridan. Les vrais savent. Oh putain. Wow, le flashback. Allez bye les amis et gloire au passé. Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.